Ah, maître, n'avez-vous pas écrit vos mémoires? Ah, j'y ai pensé, figurez-vous, mais comme ma carrière a été longue, très longue, vous le savez, j'estime que mes mémoires nécessiteraient des milliers de pages et dès lors des frais trop considérables que je me refuse à assumer. Mais je me suis amusé par contre, avec le concours de mon ami Questel, à enregistrer de ci, de là, à toute fin utile, quelques souvenirs, des bribes de souvenirs que nous pourrons voir ensemble si vous le voulez bien. Mais pourquoi, maître, ne pas nous narrer vos souvenirs en direct, ce qui, à mon sens, les rendrait plus vivants, plutôt que par l'intermédiaire d'une cassette? Mais oui, mais n'étant à la vérité qu'un acteur, ou si vous préférez un comédien de fortune, avec ce que cela comporte obligatoirement de trous de mémoire, d'hésitation et en fait de trac, je suis obligé de me montrer prudent. Mais à la réflexion, et c'est vous qui m'y faites songer, je peux très bien attaquer mes souvenirs en direct comme vous le préconisez, ce qui serait bien entendu plus vivant. Quitte, mais attention, quitte à, si je me sens faiblir, à faire appel à la cassette. Et je commencerai donc, car on commence toujours par là lorsqu'il est question de souvenirs, à vous dire que je suis né à Paris. Je suis né à Pardise, en effet, qui, vous le voyez, vous souhaite la bienvenue, ce qui est normal, et qui doit notamment sa notoriété au fait qu'il abrita de nombreuses années durant la fameuse école nationale de billard créée par la Fédération française, que j'ai eu la grande joie de diriger et d'où sont sortis la plupart des champions actuels. Voici le fronton en pleine activité, bien entendu, avec des jeunes. Voici le tennis, nouvellement créé, situé en plein centre du village, œuvre clairvoyante d'une municipalité qui voit grand et qui veut encourager les jeunes. À 2 pas, l'hôtel du Fronton, où défilèrent pendant de nombreuses années des milliers de sportifs français et même étrangers. Voici tout près les pierres, les fameuses pierres, où après des journées bien remplies, des élèves enthousiastes ou parfois déçus, tout arrive, venaient se reposer, se recueillir et faire le point. Et longtemps dans la nuit, malgré l'heure tardive, on discutait de billard, toujours de billard, encore de billard, en dépit des véhémentes protestations des Parisiens qui, eux, voulaient dormir. Voici, à 2 pas, ma maison natale où je finirai vraisemblablement mes jours, que j'ai peu à peu embellie. Certes, ce n'est pas un palace, mais telle qu'elle est, elle me plaît. Voici en effet ma salle à manger, et surtout sa cheminée construite à ma convenance, et que je considère comme le magnifique ornement de la pièce. Voici sur la cage de l'escalier une tapisserie dont je ne me séparerai jamais, parce que j'ai eu la chance de l'acquérir lorsque j'avais 20 ans, et que je considère comme un véritable chef-d'œuvre. Regardez en effet l'attitude et surtout le regard étincelant du premier tigre, qui paraît inquiet et qui donne incontestablement l'impression qu'il va nous bondir dessus, alors que l'œuvre a été uniquement faite avec des fils de soie.
maintenant, ouvrez tout grand vos yeux, car vous allez assister à un spectacle assez inattendu. Et oui, vous le voyez, je m'entraîne. Et en présence de mon élève Jacques Juel, qui veut me surprendre. J'ai pour Juel une attention toute particulière. Non pas parce que Juel vient de faire tout dernièrement une série astronomique, une série de 370, je crois, enfin je peux me tromper, ce qui est fantastique d'ailleurs comme série, mais parce que Juel est professeur de mathématiques. Oui, il est professeur de mathématiques. Or moi, quand j'étais étudiant, j'étais nul, enfin à peu près nul en mathématiques. Or voici qu'aujourd'hui, grâce à Jacques Juel, je suis promu, me voilà promu au rang de professeur d'un professeur de mathématiques. Et moi, pour moi, c'est fantastique. Et oui, je m'entraîne. Mais rassurez-vous, non pas pour participer à un championnat du monde professionnel des vieilles gloires, mais comme ce billard est d'un tout petit format, ce qui facilite considérablement les choses, je réussis parfois, lorsque j'ai le vent pour moi et malgré un mécanisme défaillant, à faire de ci de là quelques mini-performances, ce qui me donne pas l'impression que, tel le docteur Foch, je suis magiquement rajeuni. Et cela d'autant plus que je suis entouré, vous le voyez, de souvenirs qui me rappellent un passé à la fois, un passé enchanteur, à la fois très lointain et très proche. Voici une photo là-bas. Voici en effet sur une photo à gauche le fameux champion argentin Carrera. Soutenu par le président Perron, dont il était un véritable ambassadeur, il m'avait défié par l'entremise de son ambassade. Carrera, qui était un joueur, je le reconnais, très dangereux, avait sur moi deux avantages. Sa jeunesse d'abord, et sa chevelure ensuite, qui constituait pour moi, dont le cheveu était déjà assez rare, une véritable provocation. Sur le plan sportif, ce fut heureusement pour moi autre chose, car cette rencontre, suivie par le monde entier, devait être pour le champion argentin et pour le gouvernement une cruelle déception. Le président Perron se montra très fort. Il m'envoya en effet, après ma victoire, une lettre de félicitations finissant par ces mots: « Quel dommage, monsieur Conti, qu'on ne soyait pas argentin. » Me voici, alors que j'avais 15 ans, entre mon père, si fier de moi, d'une simplicité, d'une honnêteté admirable, et ma mère, qui fut à tout point de vue une femme absolument remarquable. J'ai eu la chance, grâce évidemment à ma position privilégiée, de les rendre heureux. Regardez à droite de la photo Carrera le chiffre 1214, suivi bien entendu de l'encartif. Pourquoi 1214? Parce qu'il indique que pour la première fois depuis que le sport du billard existe, ou du moins que le billard existe, que le chiffre 2000 a été atteint et dépassé par moi et bien entendu au jeu de cartes. Et cela contre le champion professionnel belge Wiener, qui, au cours de ce match mémorable, est resté près de 3 jours sur la chaise sans pouvoir jouer. Voici, sur cette vieille photo, hélas en mauvais état, le témoignage de ce que je
comme ma plus belle réussite sportive. Elle représente en effet la finale du champion du monde professionnel au jeu des 3 bandes contre le merveilleux champion américain Cochrane, à qui je devais, à la surprise générale, ravir le titre. Pourquoi la surprise générale? Parce que le jeu des 3 bandes était depuis toujours l'apanage et la grande spécialité des Américains, et que leur performance à ce jeu essentiellement d'adresse, mais quelle adresse, était dès lors très supérieure aux nôtres. Ce championnat du monde, qui dura 15 jours, fut, pour la finale, arbitré par le grand Charles Farroux, au centre de la photo, président de la Fédération française, plusieurs fois champion du monde amateur, et considéré dans le monde entier à juste titre comme le plus grand critique automobile. La partie finale devait être un drame d'une telle intensité que Jacques Baudet, directeur général du genre de l'équipe qui y assistait, devait m'avouer que jamais, vous entendez, jamais, il n'avait ressenti une pareille émotion. Et quand je monte en Paris, je ne puis m'empêcher de revoir cette foule d'amateurs massés sur le boulevard, qui, n'ayant pu entrer, suivait anxieusement et sous les acclamations, et cela grâce à un panneau extérieur aménagé à cet effet, cette finale pour la suprématie mondiale que je considère, je le répète, comme le couronnement de ma carrière sportive. Voici une photo en face de nous où le docteur Maurice Plantier, député, ancien ministre et commandeur de la Légion d'honneur, me décore de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. J'en suis heureux pour le sport qui fut ma vie et, bien entendu, pas de fausse modestie pour moi-même. Regardez maintenant cette photo que je contemple toujours avec la même émotion. C'est le président Guy Mollet, situé bien entendu au centre de la photo, passionné du billard et déjà d'une force certaine, puisqu'il fait, je crois, la série de 100 au quart. Il faut dire que le président Guy Mollet, étant étudiant, m'avait vu jouer à plusieurs reprises, que je l'avais chaque fois fortement impressionné, et qu'il me considérait dès lors comme un être tout à fait exceptionnel. Et son admiration pour moi était tellement exagérée qu'au cours de notre entretien, qui dura près de 2 heures, vous entendez 2 heures, il me dit comme en confidence cette phrase combien inattendue: « Mon cher Conti, j'ai toujours rêvé d'être un homme comme vous. » Et bien que désemparé, j'ai eu la chance de pouvoir lui répondre en souriant: « Confidence pour confidence, Monsieur le Président, moi aussi j'ai toujours rêvé d'être un homme comme vous. » Et maintenant, je me dois de marquer un léger temps d'arrêt. Regardez en effet cette lettre toute blanche, mise intentionnellement à la place d'honneur. C'est la lettre du président de la République Georges Pompidou, passionné de billard, me remerciant personnellement de lui avoir fait parvenir mon livre « Le billard, c'est inconnu ». Lisons ensemble le passage essentiel qui me va droit au cœur et que je considère comme la plus belle récompense de ma longue carrière. Je suis sûr, me dit-il, de découvrir dans votre livre « Le billard, c'est inconnu » certainement quelques recettes et aussi, sans doute, des leçons de modestie. Je me sens tellement émotionné et déconcerté par cette dernière phrase que je ne trouve rien à ajouter. Après ce rapide tour d'horizon sur quelques-uns de vos souvenirs, les plus marquants, permettez-moi, maître, de vous poser une question. À quel âge avez-vous débuté au billard?
À quel âge j'ai débuté au billard? Eh bien, écoutez, franchement, je ne saurais le dire car j'ai l'impression très nette d'être né sur un billard. Mais ce que je puis vous affirmer, c'est que à l'âge de 7 ans et demi, j'ai fait une série de vins, vous entendez, une série de vins, qui mérite à mon sens d'être comptée parce que exécutés dans des conditions assez savoureuses, vous le verrez direct, parce qu'avec le recul, j'en perçois mieux le côté piquant, et surtout parce que cette série de vins, la première grande joie d'une carrière qui devait être, vous en doutez, assez mouvementée. C'était à table, dans le café billard de mes parents, qui existe encore, que je revois de loin en loin, mais toujours avec la même émotion. Bien que le petit billard de mes parents ait fait place dans un cadre plus moderne, à des tables moins encombrantes, mais d'un profil, paraît-il, plus sûr, ce qui est approuvé. Et pourtant, ce petit billard, qui était déjà là lorsque mes parents prirent possession du café, ce qui fut à mon sens ma première grande chance, constituait sa principale attraction, et cela, tenez-vous bien, grâce aux parties de bouchons organisées tous les dimanches par les routiniers de la spécialité. Je dis bien de la spécialité, car le bouchon était un jeu d'adresse, mais aussi un jeu d'argent. Et moi, collé au billard, me haussant sur la pointe des pieds pour me suivre, ces parties âprement disputées dans une ambiance bruyante et enfumée, toujours enfumée, me haussant, résonnant instinctivement à l'écoute, dont certains me paraissaient, c'est le cas de dire, une simplicité enfantine, j'attendais le cœur battant. Et oui, j'attendais, parce que parfois, soit pour m'encourager, soit pour jouir à peu de frais d'un spectacle assez amusant, soit pour essayer de rattraper leur perte car le bouchon était un jeu d'argent, certains amateurs me proposaient de jouer pour eux. Dès lors, je bondissais littéralement sur mon matériel, c'est-à-dire sur ma queue personnelle, et sur le tabouret faisant partie de mon matériel, car j'étais trop petit, et cela avec une vélocité d'autant plus grande que je savais que je renversais plus souvent qu'à mon tour les bouchons sur la et dessous, mais aussi, je dois l'avouer, parce que mes supporters m'offraient généralement la moitié des bénéfices, vous entendez, la moitié des bénéfices. Et pourtant, ces parties qui m'offraient tous les lundis la joie d'exciter mes petits camarades d'école, lesquels, me voyant arriver, s'écriaient par dépit, ça sera le bouchon. Ces parties ne m'inspiraient pas autant de mesure. Non, pour moi, seul le jeu du carambolage, c'est-à-dire avec 3 billes et du 20 billards. Et je m'efforçais, c'était amusant, enfin je le vois maintenant, je m'efforçais contre les clients, dans des parties que je voulais bien entendu gagner, à essayer de faire reculer contre vents et marées des billes d'ivoire jaunies, roulant caïnca avec un bruit de tambour sur un tapis émaillé d'accro, grossièrement rapiécé avec les moyens du bord, c'est-à-dire soit par ma mère, soit par la bonne. Et pourtant, le bleu, il y a le bleu, pas question. Nous roulions bout de bras à la façon des escrimeurs, la queue dans le trou, dans le mur, hors de la direction. Et le plâtre, faisant tant bien que mal fonction de grès, nous permettait de suivre sans trop d'avatar, c'est-à-dire sans trop de fausse queue, ces parties âprement disputées. Vous vous en doutez. Et pourtant, je faisais quelques points, d'une façon rudimentaire bien entendu, mais que je compensais par une grâce naturelle d'abord, mais aussi par une sorte de préscience, me permettant parfois, avec assez de bonheur, de savoir non pas qu'il fallait faire, c'était trop beau, mais de prévoir ce qui convenait d'éviter. Et déjà, on commençait à parler de moi, dans le quartier, mais c'était déjà pas si mal. Et mon père, à qui l'on répétait sans cesse qu'il fallait me pousser, il ne savait pas très bien comment, moi non plus le reste, m'encourageait qu'avec une conviction d'autant plus grande que j'étais devenu peu à peu
peu l'attraction des dons, c'est-à-dire que j'attirais des nouveaux clients, ce qui intéressait mon père. Tout aurait donc été pour le mieux s'il n'y avait eu ma mère, laquelle, insensible au beauté du billard, hélas, mais ayant la tête solide sur l'épaule, car ma mère était une femme extraordinaire. Et surtout, il faut bien le dire, ne voyant pas les débouchés qu'il pouvait offrir, me menaçait périodiquement de me mettre en pension si je continuais à négliger mes devoirs de classe. Il faut dire que là, j'étais beaucoup moins brillant. Et cela, malgré la présence quasi quotidienne de mon instituteur chez nous, ce qui est curieux, qui absolument fait un morceau de billard, mais qui s'obstinait à se frotter à moi, on ne sait pourquoi, alors que j'ai flanqué des piles mémorables avec une différence sournoise. Je le soupçonnais du reste de prendre pas seulement sa revanche dans son fief à l'école en me posant un peu trop souvent des questions assez mystérieuses. Pauvre instituteur. Un jour, nous y voilà enfin, un monsieur pénétra dans le café. Il était grand, élégant, et demanda à mon père qui voulait faire billard. Je serais heureux de vous donner la réplique, dit mon père. Malheureusement, je ne sais pas jouer. Et c'était vrai, car mon père, c'est que je ne jouais pas au billard. Mais il y a mon fils. Et je comprends mieux aujourd'hui la stupéfaction de cet amateur. Lorsqu'il vit un gamin haut comme 3 pommes s'avancer vers lui, tenant un petit zabouret d'une main, une queue de l'autre et s'offrir comme adversaire. Il fallait du reste toute l'insistance de mon père pour que cette partie puisse, qui avait incontestablement l'apparence d'une farce, que cette partie puisse avoir lieu. Eh bien, je l'ai buté, me dit-il aimablement. Et moi, je l'ai buté, crânement, sans peur, avec toute une inconscience de la jeunesse. Et je fis le premier point, puis le deuxième, et pourquoi pas, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Sous les applaudissements frénétiques de mon adversaire se tordant de rire, et ponctuant chaque fois mes coups de réussite en tapant violemment le talon de la queue sur le plancher. C'était drôle en effet. Mais à Doud, je ne sais trop comment. Je jouais toujours. Et mon adversaire, qui ne riait plus, commençait à se demander si cette succession de points faite de briques et de brocs allait s'éterniser. Mon père, lui, mais écoutez, j'ai l'impression que la cassette est impatiente et qu'elle veut me relayer. Alors je lui passai la main, si j'ose dire, et ça me reposera. Mon père, lui, ne tenant plus en place, s'était levé pour mieux m'encourager. « Applique-toi » criait-il d'une voix angoissée, comme si sa vie dépendait de cette série. Et soudain, sous le regard sidéré de mon adversaire, il se mit à compter les points d'une voix de stentor, annonçant les voisins intrigués qui peu à peu avaient fait cercle autour du billard. 13, bravo. 14, continue, très bien. 15, mets du bleu. 16, ton tabouret est trop loin, attention. 17, applique-toi, tu peux finir. 18, tu joues pour 2, tu entends, pour 2. 19, encore un, ne le manque pas. 20, bravo, c'est gagné. Tu as fini, bravo. C'était l'apothéose. Dès lors, tout se passa comme dans un rêve. Mon père, la larme à l'œil, moi je pleurais, s'était jeté littéralement sur moi en m'embrassant et m'emportant dans ses bras en me serrant davantage. Il se dirigea vers ma mère et lui dit cette phrase à la fois émouvante et comique que je n'oublierai jamais. Eh bien, tu vois, mon fils, moi je te dis qu'il arrivera. Certes, je suis arrivé, mais dans quel état et au prix de quelle difficulté. Mon adversaire, lui, était resté sur la chaise à m'asseoir. Puis il vint vers moi, me tapota la joue, puis, se tournant vers mes parents, il leur dit « Écoutez, je sais quand même jouer au billard, malheureusement vous ne vous en avez pas rendu compte, et pour cause. Mais je viens d'assister aujourd'hui à un spectacle que je n'oublierai jamais. » Puis il partit sans ajouter un mot. Je n'ai jamais revu ce monsieur que l'on pouvait croire vexé, alors qu'il allait se manifester de la façon la plus aimable, la plus généreuse et la plus encourageante. Le lendemain, en effet, le journal La France du Sud-Ouest, aujourd'hui disparu,
7 ans et demi, avait fait une série de 20. Au premier coup, c'était dur sur mouche, laissant son adversaire totalement désemparé. Dois-je dire que mon père avait fait la razzia de tous les journaux chez le marchand du coin pour les envoyer à toute la famille? Dois-je dire que ma mère affirmait subitement qu'il voulait n'entendre que le billard était un jeu très difficile, un véritable art, et qu'une série de 20 constituait une véritable prouesse? Puis, nous quittâmes Tarbes, car mon père, qui n'avait pas tant s'en faut la vocation de la limonade, le dernier des métiers, lui avait dit, avait une conception commerciale assez particulière. Il achetait un café qu'il gardait 1 an, quelquefois 2, et encore grâce à l'assistance de ma mère. Puis il le revendait, après avoir remonté, du moins il le croyait, pour aller douillettement se reposer dans son havre natal à Pardis, où l'on dépensait par-ci moyennement, mais très certainement avec quelques sous, 1000 côtés. Après quoi, l'on repartait. Et c'est ainsi que nous nous retrouvâmes un jour à Montbourguet pour prendre possession du plus beau café de la ville, avec billard bien entendu, où nous restâmes exceptionnellement 3 ans. Il faut dire que Montbourguet était déjà un canton très vivant et très attachant. Il possédait une salle des fêtes, un stade réputé, un marché très connu et surtout une fanfare prestigieuse qui allait me permettre d'essayer de mener de front la clarinette, la musique si vous voulez, enfin c'est la clarinette car j'aimais déjà la clarinette, et surtout, vous en doutez, le billard. Essayez, je dis bien, car après plusieurs jours d'entraînement, j'avais été obligé de me rendre compte que le billard, notre beau café, était véritablement injouable. À plusieurs reprises, j'en parlais à mon père, mais se montant intraitable. Depuis que tu as fait le série divin, me dit-il un jour, tu es devenu une prétention ridicule. D'ailleurs, sache pour ta gouverne qu'un bon ouvrier doit savoir se servir de tous les outils. Tu entends, de tous les outils. Devant cette incompréhension totale, j'étais fixé. Je ne jouerai plus. Que dis-je? Je ferai grève. Fini la passion raison. Et pour essayer de me consoler, je me réfugiai vers la clarinette, qui allait me permettre, non pas de progresser, car la clarinette était très difficile, mais de faire instantanément hurler tous les chiens du quartier, ce qui était assez amusant. Entre-temps, un monsieur était entré dans ma vie. Il venait souvent chez nous, il était riche, aimable, on disait qu'il était millionnaire. Il possédait du reste une superbe auto, Cotin d'écoute, aujourd'hui disparu. Et quand il repartait, il me permettait de mettre sa voiture en marche à la manivelle, ce qui me comblait de joie et me donnait une importance considérable. Il m'invitait souvent à sa table, et évidemment nous parlions billard. Tu sais, me dit-il un jour, que moi aussi j'ai joué au billard, et je jouais pas mal, hein. Malheureusement, un rhumatisme tenace m'a obligé d'abandonner. Et c'est dommage car le billard est un beau jeu, tu sais. Et toi, pourquoi ne joues-tu plus? Pourquoi, dis-je presque en colère, mais vous ne voyez donc pas, vous qui aimez le billard, que le billard de mon père est un véritable tambour, que les bandes sont mortes, que les billes sont des œufs. Écoute, calme-toi, enfin, calme-toi, tu vas voir, je vais en parler à ton père, tout s'arrangera. Mais je n'avais pas d'illusion, sachant très bien au fond de moi-même que mes parents, qui s'étaient endettés pour acheter ce café, ne pouvaient pas me satisfaire. Puis, me reprenant, j'ajoutais mentalement avec une logique discutable, mais je ferai grève quand même, ça le reprendra. Quelque temps après, ma mère me dit toute joyeuse, demain, 8 février, c'est ton anniversaire, et nous le fêterons. Et en plus, tu auras, à ton retour de l'école, une belle surprise. Une surprise. Oui, un très beau gâteau avec 10 bougies, puisque tu as 10 ans. Et c'est la tradition, tu les souffleras d'un seul coup. J'étais content, certes, mais sans plus, car je boudais. Et le lendemain, 8 février, en revenant de l'école avec une lenteur voulue,
Pour bien me prouver que cet anniversaire me laissait insensible, je ruminais mes griefs. Ils m'offrent un gâteau, la belle affaire. Je m'en fous, moi, d'un gâteau. Mais ce que je sais, ça je le sais bien, c'est qu'à 7 ans et demi, j'ai fait une série de 20, et qu'aujourd'hui, à 10 ans, bel anniversaire, vraiment, je suis certainement incapable d'en faire autant. Et tout ça parce que monsieur a tous les ans la nostalgie de son village. J'ai besoin de me reposer, dit-il. Alors là, ça devient comique, car c'est ma mère qui fait tourner l'affaire. Et moi, pendant ce temps, je végète. Je n'ai plus billard. Et quand je crois enfin pouvoir reprendre l'entraînement, alors, c'est le bouquet. Je tombe sur une véritable caisse à savon, tout juste bonne à faire du feu. Du reste, c'est bien simple. Je vais bien entendu rentrer à la maison, mais je ne chaufferai pas les bougies. Non, ou plutôt si, mais je n'en soufflerai que 7. Cela leur rappellera, s'ils veulent le comprendre, qu'à 7 ans et demi, j'ai fait une série de 20 et qu'ils étaient tous les deux très fiers et très contents. Et je me dirigeais vers le café, toujours en bougonnant, bien entendu. Mais sur le seuil, je m'arrêtais net, frappé de stupeur. Un billard était là, mais neuf, flambant neuf, paraissant me tendre les bras. Et mes parents, bien entendu, étaient là, eux aussi, rayonnant de joie. Bon anniversaire, et regarde, dit mon père en me prenant par la main. Bon anniversaire, ajouta ma mère, et voilà la surprise. C'était une surprise, en effet, mais tellement inattendue, tellement extraordinaire, tellement merveilleuse que je n'en croyais pas mes yeux. Et je m'approchai, tout tremblant, caressant le tapis soyeux, appuyant du doigt le caoutchouc des bandes qui paraissaient vivre. Il y a des billes neuves, m'écriai-je en ouvrant une boîte posée sur le billard, et c'était vrai. Et une queue démontable, ajouta mon père, me présentant un bel étui en cuir. Et maintenant, passons à table. Tu essaieras le billard tout à l'heure, et pour la première fois, nous t'autorisons à boire l'apéritif. Et très tendrement, il m'entraîna vers la salle à manger. Dois-je dire que quelques minutes après, mon père me donna l'énigme de ce véritable conte de fées. Monsieur Signoret, c'était lui, avait tenu pour mon anniversaire à m'offrir ce cadeau somptueux qui allait me permettre de rejouer au billard et d'atteindre assez rapidement des séries de 40, 50 et même un peu plus. Je devais à mon tour donner à cet homme délicat et généreux une bien belle satisfaction, et cela dans des circonstances que je me plais à raconter. Tu sais, me dit-il un jour, que je vais souvent à table au Café de l'Europe. Oui, monsieur Signoret. Tu sais sans doute aussi que le Café de l'Europe abrite une société de billard importante. Oui, monsieur Signoret. Eh bien voilà. Le meilleur champion de Tarbes est un de mes amis. Je l'aime beaucoup. Mais comme il a une forte tendance à se croire beaucoup plus fort qu'il n'est, je lui dis un jour sans plus que je lui amènerai un adversaire qui le battrait. Et bien entendu, il ne l'a pas cru. Alors voilà, nous irons un jour à Tarbes à nos tours, avec ton père bien entendu. Et quand tu l'auras battu, car tu es beaucoup plus fort, nous irons ensemble à Bordeaux à nos tours. Tu entends, à Bordeaux à nos tours. Ainsi présentée, cette proposition n'avait rien de bien tragique. Pourtant, je dormis mal cette nuit-là. Je venais en effet de me rendre compte que j'allais pour la première fois affronter un adversaire, sinon plus fort, du moins plus expérimenté que moi. Que j'allais pour la première fois encore jouer sur un billard inconnu et contre un public de connaisseurs, donc impressionnant. Et mon inquiétude était d'autant plus grande que voulant à tout prix faire plaisir à M. Signoret, c'est-à-dire à mon bienfaiteur, je tenais absolument à gagner. Et j'allais avoir pour la première fois aussi, au cours de ce match que je ne devais pas oublier, la révélation que le billard que j'avais considéré jusqu'au jour comme un aimable divertissement qui me passionnait, d'accord, pouvait être au jour un affrontement de tempérament, de volonté, et tout cela
avec une maîtrise de soi-même incontestable. Et ce fut le grand jour. Dieu, si je m'en souviens. Le Café de l'Europe, situé en plein centre de la ville, était déjà le plus important et le plus luxueux café de Tarbes. Nous y arrivâmes un jeudi, Monsieur Signoret, mon père et moi, bien entendu, après un voyage féerique, vertigineux, qui me parut trop court. Mais hélas, en partie gâté par une sorte d'appréhension qui me tenaillait. Et si je perdais le match? Nous étions attendus, et M. Signoret fut immédiatement entouré. Merci d'être venu, lui dit un monsieur en lui mettant familièrement la main sur l'épaule. Puis s'adressant à mon père, cher monsieur, je suis heureux de croiser le fer avec vous, expression que j'attendais pour la première fois. Notre match, je vous en donne ma parole, sera courtois. Moi, à qui, bien entendu, personne ne prêtait attention, je me sentais dépassé, perdu, petit, tout petit. Instinctivement, j'avais pris la main de mon père. Écoute-moi bien, dit en souriant M. Signoret à mon futur adversaire, que je ne cessais de détailler d'un regard anxieux. Je t'ai dit plusieurs fois, sans plus, que je t'emmènerais un adversaire qui te battrait, mais cet adversaire n'est pas monsieur. Il désigna mon père. Cet adversaire, le voici. Il me poussa devant lui, salué par un éclat de rire général. La plaisanterie était bien bonne. Je sais, reprit M. Signoret, et je comprends votre hilarité, mais pour bien vous prouver que cette rencontre que j'ai suscitée est, à tout point de vue, une chose sérieuse, je vais vous faire, vous tous mes amis, la proposition suivante. Nous sommes ici, combien? 50, 60, 70, eh bien, en 150 points, je suis prêt à parier le prix de 70 repas, lesquels nous permettront du reste de fêter tous ensemble la victoire du meilleur, sur la chance de cet enfant qui, à mon avis, est un véritable phénomène et que j'aime beaucoup. Ceci, je le répète, pour bien vous prouver que le match auquel vous allez assister est parfaitement équilibré, malgré l'âge de mon jeune protégé. Personne ne dit mot, moi, je n'en menais pas large. Puis, dans un profond silence, mon adversaire, qui avait sorti d'un bel étui en cuir, une queue impressionnante, beaucoup plus belle que la mienne, m'invita d'un geste large, condescendant, à débuter, cependant que les spectateurs alléchés avaient peu à peu gagné leur place. J'eus donc le départ et manqué le premier point, ça commençait bien. Laissant à mon adversaire, qui s'était immédiatement dressé avec autorité, une position assez facile sur laquelle il fit, ça et là, quelques points. Puis il regagna lentement sa chaise, jetant furtivement un regard satisfait sur la position qu'il m'avait laissée. Et je manquais, lui aussi du reste. Et je manquais à nouveau, alors qu'il repartait avec la même assurance pour une série assez courte, me laissant une position facile qui me permit, bien que très contracté, de faire une dizaine de points. Puis, ce fut de part et d'autre une succession de reprises sans efficacité, sur lesquelles, crispé, énervé, je me jetais avec une véracité d'autant plus impardonnable, que je savais pertinemment que je jouais beaucoup trop vite, cependant que mon père, ce qui achevait de me mettre hors de moi, expliquait à ses voisins avec force gestes que je ne connaissais pas ce billard, que j'étais dès lors handicapé, et bien entendu que je n'avais pas de veine. Et soudain, sur une reprise assez facile, conséquence d'un nouveau manque d'application de ma part, mon adversaire rassembla les billes dans la région du coin, lesquelles, après quelques tâtonnements, s'arrêtèrent opportunément côte à côte, le long de la bande, dans une position idéale. Et sans effort, et pour cause, il se mit à les pousser devant lui doucement, tout doucement, retrouvant chaque fois contre la bande une position à peu près identique, d'autant plus horripilante que les billes paraissaient attachées, et que le public absolument sidéré ne soupçonnait pas, mais alors pas du tout, qu'il était à la vérité en présence, du moins je le croyais, d'une sorte d'astuce, adroitement présentée certes. À la vérité, mon adversaire avait ébauché une sorte de série américaine, très primaire certes, que je ne connaissais pas, mais qui, en mon sens, n'était pas de vrai billard. Mais
Billard ou pas billard, la série continuait toujours aussi fastidieuse, mais hélas aussi prolifique. Il fallait le reconnaître, j'étais perdu. Que dis-je, ridiculisé. Soudain, à 74, alors que personne ne s'y attendait, le point fut manqué. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'après cette série Maxu, couronnée bien entendu d'un tonnerre d'applaudissements, la marque indiquait 100 pour mon adversaire, 24 pour moi. C'était l'écrasement. Écrasement d'autant plus douloureux, d'autant plus tragique, que j'avais l'impression d'avoir été mystifié et que mon père décomposé, affalé, sans réaction, me paraissait souffrant. Monsieur Signoret, vivant mon drame, s'était approché de moi. Tout cela, Roger, n'a aucune importance, car ton adversaire que je connais bien ne sait pas finir ses parties, tu verras. Tu vas le remonter. Et puis, tu sais, si tu perds, nous irons quand même à Bordeaux en auto. C'était on ne peut plus gentil, mais moi, qui avais envie de pleurer, je ne voyais qu'une chose, faire sortir mon père de la salle, afin d'essayer l'esprit plus libre, de montrer au moins ce que je savais faire. C'était cruel, je le savais, mais le voir souffrir me mettait vraiment à la torture, et je le dis à M. Signoret. Et discrètement, M. Signoret appela mon père, le prit par le bras, et tous deux disparurent. Déjà, je respirais mieux, et coïncidence heureuse, mon adversaire m'avait laissé une position facile, réconfortante, que je connaissais bien, qui allait me permettre, tout en mettant de la craie, de me ressaisir nerveusement et de tenir en quelques secondes le raisonnement suivant. Tu as perdu, c'est entendu, bien que sa série pousse-bille cause de ta défaite est très difficile à avaler. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il joue encore pour 50, et que ces 50, il faut quand même les faire. Ce qu'il faut en attendant, c'est éviter le ridicule. Et pour cela, une solution, une seule, s'offre à toi. Essayer de lui casser les bras. Comment? Tu le sais. En prenant, bien entendu, un minimum de risque et surtout en évitant absolument de rester sur la rouge. Dès lors, vas-y et surtout, applique-toi. Et totalement décontracté parce qu'ayant moralement accepté ma défaite, faisant soigneusement appel à ma seule exécution, je commençais à taper dans les billes sans voir trop loin. Le point était trop difficile, alors là, pas d'hésitation. J'essayais de le faire, certes, mais en fuyant. Et cette tactique rudimentaire, qui du reste entrait parfaitement dans mes cordes, n'allait pas tarder à porter ses fruits, car après sa série pousse-bille, étriquée, lui ayant obligatoirement écouté son mécanisme, mon adversaire qui se trouvait maintenant aux prises quand je manquais, avec des positions larges, aérées, difficiles, commettait dès lors des erreurs d'exécution d'autant plus grandes, qui n'étaient pas sans s'en rendre compte, ce qui m'énervait doublement, comme l'obstruction inattendue était voulue. Et moi, par contre, n'ayant plus rien à perdre, continuant suavement mon travail de démolition, je remontais insensiblement par petites séries. Tout à coup, sur un rétro assez difficile, Dieu sait si j'avais travaillé les rétros, je bloquais, grâce à un compte providentiel, les billes dans le coin, à mon tour. Dès lors, comprenne qui pourra, tout me sembla d'une miraculeuse simplicité. Et les billes qui jusqu'ici avaient totalement échappé à mon contrôle, et pour cause, m'apparurent dans ce coin accueillant d'une docilité touchante. Et les points succédant aux points, saluant mentalement cette série euphorique, certaines positions sympathiques que je connaissais bien, je continuais allègrement sous les applaudissements du public, ravi de voir manger le dompteur. 76, égalité à 100, s'écria l'arbitre d'un ton joyeux. Je m'arrêtais net, sidéré, le souffle court. Je pouvais gagner, j'étais perdu. Je venais en effet de me rendre compte que ce match que je n'espérais plus gagner était maintenant à ma portée, que je n'avais plus dès lors le droit de perdre, mais qu'hélas, pliant sous une responsabilité trop lourde pour mes frêles épaules, je ne pouvais aller plus loin. Et dans mon désarroi, je jetai un regard éperdu sur mon adversaire. Et n'en croyant pas mes yeux, je vis ce spectacle inouï. Mon adversaire, qui quelques minutes plus tôt m'apparaissait autour du billard, grand, invincible, majestueux, triomphant, était maintenant sur la chaise,
prostré, affalé, rapetissé, effondré. Car lui aussi avait peur. Peur de perdre. Peur de moi qui n'avais que 10 ans. Vraiment, c'était trop beau. Et oubliant instantanément le drame que je venais d'endurer, fier, bombant le torse à la jeunesse, je continuais ma série en me rengorgeant. À 82, je manquais. Si je donne ces précisions chiffrées, c'est que mon père a longtemps gardé, pieusement dirais-je, la feuille de match de cette rencontre que, vous en doutez, je n'ai jamais oubliée. À 82, dis-je, je manquais. Mais laissant involontairement cette fois une position tellement difficile, tellement insurmontable, que mon adversaire poussa ses billes presque sans viser pour aller se rasseoir la tête basse. Et lors, c'était l'Ayali et je finissais au petit galop dans un enthousiasme indescriptible. Pressé, bousculé, ballotté, je ne savais plus très bien où j'étais. Puis, je me sentis soulevé, embrassé, par qui? Ne cherchez pas, par mon père, lequel avait trouvé le moyen de suivre la partie en se cachant avec l'émotion que l'on devine. Pauvre père que j'aimais tant. Et quand je pense que j'ai été obligé de lui interdire plus tard, bien plus tard, tant il souffrait de me voir jouer, de lui interdire l'accès des salles où je matchais, sachant très bien qu'il était sur le trottoir, dans l'attente anxieuse de connaître le résultat. De temps à autre, je reviens à Maubourguet, où je retrouve avec joie le chef de la fanfare qui fut mon condisciple et qui restait mon ami. Le stade modernisé où je jouais au rugby. Et le café de mes parents qui n'a pas beaucoup changé. Et sur cette table de marbre où ils prenaient l'apéritif, je ne pus m'empêcher de revoir avec plus d'émotion encore la silhouette d'un homme me disant de sa voix chantante: tu sais, Roger, que je vais quelquefois à table au café de l'Europe. Plus de 60 ans de cela, comme le temps passe. Mais je m'en voudrais de terminer cette merveilleuse soirée passée ensemble sur une note un peu trop triste. C'est pourquoi je vais essayer, afin de nous détendre, de vous conter une histoire assez amusante qui m'est arrivée il y a quelques années. C'était à l'époque de l'École nationale de billard, que vous connaissez sans doute, que la fédération avait créé avec sa clairvoyance coutumière, que le monde du billard français connaissait, et d'où sont sortis plus exactement les champions que vous connaissez exactement. À la vérité, cette école dépendait du restaurant du Fronton, lequel appartenait à la famille Bordenave, composé du patron François, que j'ai vu naître, qui était secondé par sa femme, par sa famillette, et tout là-haut, la grand-mère, c'est-à-dire l'aïeul, qui traînait allègrement ses 87 ans, je crois, ou 89 ans, et qui, malgré tout, et malgré cela, n'avait jamais vu un billard de sa vie. Et un jour, alors que je m'entraînais seul dans la salle du billard, elle pénétra, c'est pas pour moi. J'étais en train de faire, je crois, une série au quart de 47, un d'essayer du moins, parce que j'avais perdu ma belle vitalité déjà. Alors elle pénétra, elle me regarda, d'un air narquois d'ailleurs, en tripotant ses billes qui ne bougeaient pas. Et tout d'un coup, elle me met pas le bras, elle me dit: écoute, Roger, tu gagnes ta vie avec ces petits trucs? Je lui dis: mais oui, oui. Oh, c'est formidable. Elle me dit, en baissant la voix, comme en confidence, elle me dit: ce
qu'ils sont bêtes quand même, ces Parisiens. Moi, je trouve ça merveilleux. Je voudrais, pour en terminer, remercier mon ami M. Jean Baucher, propriétaire notamment des académies de billard de Pichy et de Wagram, qui a bien voulu mettre à notre entière disposition ses éclairages, ses salles et bien entendu ses billards. Grâce à son expérience et à ses précieux conseils, l'acteur de fortune que je suis a pu faire dans cette cassette illusion. Et je tiens une fois de plus de lui marquer toute ma gratitude. Je voudrais par ailleurs remercier tous les amateurs de billard qui, grâce à ma cassette, ont passé quelques heures avec moi. Quand je regarde le travail qui a été fait, en collaboration avec mon ami Pierre Poespel, j'ai l'impression que le but que je m'étais proposé a été atteint, c'est-à-dire que j'ai démontré par l'exemple et dans une ambiance de chaude sympathie et d'intimité que le billard était un art, mais aussi un sport. Et je ne puis, quand j'ai revu cette cassette, m'empêcher de me dire que j'ai eu, tout au long de ma vie, la chance, l'immense chance d'avoir pu faire la seule chose, très certainement, pour laquelle j'ai eu de grandes dispositions et que j'aime. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les amateurs et de leur dire, et cela je le répète du fond du cœur,